Bonsoir, chers rêveurs. Bienvenue dans cet espace de calme et de sérénité. Ce soir, nous vous emmenons dans un voyage lointain, où les frontières du réel et de l'imaginaire se dissolvent. Laissez-vous porter par les mots, respirez profondément et permettez à votre esprit de flotter au rythme de cette histoire. Que ce récit soit un baume apaisant pour votre journée, une invitation à lâcher prise et à glisser doucement vers un sommeil réparateur. Bonne nuit, et que vos rêves soient aussi légers que les pages d'un livre ancien. La cartographe. Des songes suit le périple d'Élodie, une femme épuisée par le tourbillon de la vie moderne, qui reçoit un jour un étrange atlas ancien. Ses pages vierges se remplissent au gré de ses insomnies, révélant des cartes de mondes oniriques. Guidée par une voix mystérieuse, elle traverse 8 royaumes enchanteurs. Une forêt où les arbres murmurent des souvenirs oubliés. Une cité flottante bâtie sur des nuages de musique. Un désert de cristal reflétant les étoiles. Chaque lieu lui offre une clé pour apaiser ses peurs et retrouver l'harmonie. Mais l'Atlas cache un secret. Ses voyages ne sont pas des rêves, mais des fragments de son âme en quête de paix. Entre magie poétique et introspection, ce récit invite à un lâcher-prise envoûtant. La pluie fine de novembre collait aux vitres de l'appartement d'Élodie, étalant des traînées grises sur le carreau. Assise en tailleur sur son canapé élimé, elle fixait l'écran de son ordinateur, les yeux brûlants de fatigue. Les nombres du rapport comptable dansaient devant elle, flous et menaçants. Encore une nuit blanche, songea-t-elle en se massant les tempes. Depuis des mois, le sommeil la fuyait, remplacé par un bourdonnement constant dans son crâne, comme si son cerveau refusait de se taire. Ce soir-là, pourtant, quelque chose changea. Alors qu'elle s'apprêtait à refermer son laptop, un bruit sourd résonna à sa porte. Pas un coup franc, mais plutôt un grattement feutré, comme si un objet avait été déposé là. Intriguée, elle se leva, les membres engourdis par des heures d'immobilité. Sur le paillasson, un livre l'attendait. Une reliure de cuir bleu nuit, usée aux angles, sans titre ni auteur. Seul un symbole étrange était gravé en son centre. Une spirale entrelacée de 3 cercles, semblable à une galaxie miniature. Élodie ramassa l'ouvrage avec une curiosité mêlée de méfiance. L'objet était plus lourd qu'il n'y paraissait, et une odeur de parchemin ancien s'en échappait, mélange de poussière et de cèdre. Elle l'ouvrit, découvrant des pages vierges, d'un blanc crémeux, légèrement rugueux au toucher. Un carnet? Un cadeau anonyme? Songea-t-elle en fronçant les sourcils. Mais alors qu'elle s'apprêtait à le ranger dans sa bibliothèque, une écriture argentée commença à se former sous ses yeux, traçant des lignes délicates qui semblaient sortir du néant. La forêt des souffles ancestraux. Lut-elle, à voix haute. Les mots s'accompagnaient d'un dessin, une carte aux contours flous, où des arbres aux formes humanoïdes entouraient un lac en forme de larme. Un point lumineux clignotait au cœur de la forêt, comme une invitation. Saisie d'un vertige, Élodie sentit ses paupières s'alourdir. La fatigue accumulée pesait soudain sur ses épaules, et avant de pouvoir résister, elle sombra dans un sommeil profond, le livre ouvert sur ses genoux. Ce fut le froid qui la réveilla. Non pas le froid mordant de l'hiver, mais une fraîcheur, humide, chargée de senteurs de mousse et de terre. Elle se tenait debout au milieu d'une forêt ancienne, où les troncs, hauts comme des cathédrales, s'élevaient vers un ciel invisible.
Les feuilles, d'un vert presque noir, murmuraient dans une langue inconnue, un chuchotement grave et résonnant qui faisait vibrer l'air. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante. Aucune réponse, sinon le craquement d'une branche derrière elle. Elle se retourna et découvrit une silhouette éthérée, un cerf au bois entrelacé de lianes lumineuses. Ses yeux, deux puits d'obsidienne, reflétaient une intelligence millénaire. « Tu es venu chercher le repos, » dit-il sans remuer les lèvres. « Mais pour le trouver, il te faudra d'abord écouter. » « Écoutez quoi? Les souvenirs que les vivants ont oubliés, ceux que les arbres gardent en leur cœur. » Le cerf avança, et au contact de ses sabots, le sol se mit à luire, révélant des scènes fugaces, un enfant riant sous la pluie, une vieille femme tressant des fleurs, un homme pleurant à la lueur d'une bougie. Chaque image était un fragment de vie, arraché à l'oubli. « Ces moments, ce sont les miens, » balbutia Élodie. « Non, ceux de tous ceux qui ont marché ici avant toi. La forêt est une mémoire. Pour avancer, tu dois accepter de laisser les tiens derrière toi. » Élodie sentit une larme rouler sur sa joue. Elle pensa à son père disparu 2 ans plus tôt, à cette dispute stupide qui les avait séparés. Les arbres frémirent, et soudain, une voix familière résonna. « Pardonne-toi, petite étoile. » Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle était de retour dans son salon, le livre refermé sur ses genoux. Dans sa main, une feuille d'érable fossilisée, fine comme du verre, brillait doucement. Sur la couverture de l'Atlas, un nouveau symbole était apparu, une spirale barrée d'un trait, indiquant un chemin à suivre. Ce n'était pas un rêve, se dit-elle en caressant la feuille. C'était une porte. Le lendemain soir, Élodie ouvrit l'Atlas avec une appréhension teintée d'impatience. La feuille fossilisée glissa de ses doigts, et les pages se mirent à luire d'une encre dorée, dessinant une nouvelle carte. La cité des voix, éthérée. Un paysage de nuages sculpté en forme de tour, relié par des ponts de brume, s'étalait sous ses yeux. Au centre, une mélodie sinueuse, tracée en notes colorées, semblait vibrer sur le papier. Avant qu'elle ne puisse réfléchir, le sol se déroba. Elle se retrouva en suspension, entourée de vapeur argentée qui se condensa en ruelles étroites. Les bâtiments, faits de nuages solidifiés, palpitaient au rythme d'une musique lointaine. Des silhouettes translucides déambulaient, certaines portant des instruments de cristal, d'autres des livres aux pages vides. « Bienvenue dans la cité des rêves interrompus », souffla une voix. Élodie se retourna. Une femme vêtue d'une robe de fumée, ses cheveux flottant comme des volutes de brouillard, lui tendit une flûte taillée dans un rayon de lune. « Je suis l'Iraël, la mémoire des voix. Ici, les mots non dits et les chansons oubliées trouvent un refuge. Suis-moi. » Elles marchèrent sur des dalles qui résonnaient de rires étouffés et de sanglots secs. Des portes s'ouvraient sur des scènes figées. Un homme tenant une lettre jamais envoyée. Une enfant serrant un jouet brisé. Une vieille dame chantonnant devant un miroir vide. « Ces gens, ce sont des fragments de nous ?» demanda Élodie, la gorge serrée. « Non. Ce sont des échos de ceux qui dorment en bas. Leur esprit erre ici, cherchant à se libérer. » Elles atteignirent une place circulaire où des êtres de lumière dansaient en cercle, entonnant une mélodie qui évoquait à Élodie le parfum du pain chaud et les matins d'enfance. Soudain, une voix s'éleva, familière et déchirante, celle de sa grand-mère, disparue 10 ans plus tôt.
Élodie, tu as toujours cru que tu n'étais pas assez. Mais la perfection n'est pas le but. C'est le courage de se montrer imparfait qui apaise. La jeune femme s'effondra à genoux, submergée par un chagrin qu'elle avait refoulé. La voix continua, douce et inflexible. Écoute les silences entre les notes. C'est là que réside la paix. L'Iraël posa une main froide sur son épaule. Chaque douleur non écoutée devient un fantôme. Prends ceci. Elle lui tendit un cristal ovale, veiné d'or, qui pulsait comme un cœur miniature. C'est un fragment de la chanson inachevée de ta grand-mère. Elle ne pourra jamais terminer son dernier refrain. Mais toi, tu peux en écrire un nouveau. Au réveil, Élodie trouva le cristal dans sa paume, sa surface lisse et tiède. Sur l'atlas, un deuxième symbole s'était gravé. Une clé entourée de volutes musicales. La carte de l'Atlas se mit à luire d'une lueur cramoisie, révélant un désert de dunes figées, aussi tranchante que du verre brisé. Élodie sentit son corps s'alourdir, comme si chaque particule de son être était aspirée vers ce paysage hostile. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, une chaleur sèche lui brûla les poumons, et le sol sous ses pieds nus lui parut aussi coupant qu'une lame. Les dunes, d'un bleu profond sous un ciel noir, reflétaient les étoiles avec une précision cruelle, comme si le désert lui-même était un miroir géant. « Où suis-je » murmura-t-elle, la voix rauque. Personne ne répondit, sinon le vent qui charriait des échos lointains. Des rires d'enfants, des cris de guerre, des sanglots étouffés. Chaque pas qu'elle faisait craquait sinistrement, et les éclats de cristal réagissaient à son passage, projetant des flashs de lumière qui lui vrillaient les tempes. Soudain, une vision surgit dans un éclat. Une cité engloutie, ses tours effondrées, ses rues remplies de sable. Puis une autre, un homme seul, tenant une lettre froissée, le visage ravagé par le chagrin. Ces images, ce sont des souvenirs, cria-t-elle au néant. Non, répondit une voix rocailleuse derrière elle. Ce sont des cicatrices, elle se retourna et découvrit une silhouette émergeant des dunes. Un vieil homme, son corps semblable à une statue de sable compactée, avançait vers elle. Ses yeux, deux opales ternes, brillaient d'une lueur inquiétante. « Je suis Kem, gardien de ce désert. Ici, le temps n'existe pas. Seuls les échos persistent. » Élodie recula, mal à l'aise. Le vieil homme tendit une main parcheminée, et une bourrasque souleva une tempête de cristaux, formant une tornade miniature. « Regarde bien, dit-il, le désert ne ment jamais. » Les éclats se rassemblèrent en une scène familière. Élodie se vit elle-même, 5 ans plus tôt, dans un appartement mal éclairé. Son visage était rouge de colère, ses mains tremblantes serrant un téléphone. En face d'elle, un homme, son ami Lucas, baissait les yeux, l'air coupable. « Tu as choisi la colère plutôt que la compréhension, » commenta Kem. « Et ce choix t'a suivi jusqu'ici. Je ne comprends pas, » balbutia Élodie, le cœur battant. « Ce désert est un réceptacle. Chaque fragment de cristal contient une émotion refoulée, un regret non digéré. Tu marches sur les larmes du monde, Élodie. » Elle s'agenouilla, effleurant un éclat de verre. Aussitôt, une douleur fulgurante lui traversa le crâne. Des images défilèrent. Lucas, des années plus tard, écrivant une lettre d'excuse qu'il ne lui enverrait jamais. Sa propre silhouette, figée dans l'amertume, ricanant devant la boîte aux lettres vides. « Arrêtez » hurla-t-elle, les larmes aux yeux.
Tu as laissé cette colère te ronger, continua Kem, impitoyable. Mais le désert te propose un choix. Effacer ou accepter. Comment ça, effacer? Frappe le sol avec ceci. Il lui tendit un bâton noueux, semblable à une racine fossilisée. Élodie le saisit, hésitante, et frappa le cristal. Une onde de choc se propagea, fissurant le désert en tous sens. Une fumée argentée s'échappa des crevasses, enveloppant son reflet colérique. Lorsque la brume se dissipa, la scène avait changé. Lucas et elle, des années plus tard, se retrouvant par hasard dans un café. Le dialogue était différent, apaisé. Les mots « je suis désolé » et « bah, moi aussi » flottaient dans l'air léger comme des plumes. « Le pardon n'efface pas le passé » murmura Kem. « Il le transforme. » Élodie sentit une chaleur monter en elle, mêlée de soulagement et de tristesse. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais au contact du désert, elles se transformèrent en gouttes de mercure, brillantes et lourdes. Kem en recueillit une dans une fiole de sable. « L'eau du désert est sacrée, » dit-il. « Elle lave ce que l'esprit refuse d'oublier. » Lorsqu'elle se réveilla, la fiole reposait sur sa table de chevet, son contenu scintillant doucement. Sur l'atlas, un nouveau symbole était gravé, une goutte traversée par un rayon de lune. La carte de l'atlas se mit à ondoyer, ses contours se dissolvant en une encre bleue profond qui s'écoula comme de l'eau. Élodie sentit son corps s'alourdir, puis flotter, avant de sombrer dans une mer glaciale. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle était entourée d'une eau aussi noire que de l'encre, éclairée par des milliers de lucioles sous-marines. Des îles flottantes émergeaient des abysses, leurs bases hérissées de corail bioluminescent, leurs sommets couronnés de maisons en forme de coquillages géants. Un banc de poissons translucides passa près d'elle, leur corps irradiant, une lumière douce. Élodie nagea vers la surface, où une sirène à la peau nacrée l'attendait, perchée sur un rocher couvert de mousse fluorescente. Ses cheveux, longs et fluides comme des algues, ondulaient au rythme d'un courant invisible. « Bienvenue dans l'archipel des rêves submergés !» dit-elle d'une voix mélodieuse. « Je suis Nérée. Les tiens t'ont envoyé ici pour une raison. »« Les miens ?» répéta Élodie, essoufflée par l'eau qui pressait ses tempes. « Les dormeurs, ceux qui cherchent à guérir. » Nérée plongea, et Élodie la suivit à travers un tunnel de bulles scintillantes. Les parois étaient tapissées de livres vivants, leurs pages battant comme des nageoires. « Ce sont les rêves non achevés, » expliqua Nérée. « Les histoires que les vivants n'osent pas terminer. » Elles émergèrent dans une caverne sous-marine où des centaines de ces livres poissons tournoyaient en spirale. L'un d'eux heurta Élodie, et ses pages s'ouvrirent sur une scène familière, une jeune fille dans un lit d'hôpital, tenant la main d'une femme âgée, sa mère. Le visage de la femme était pâle, ses yeux clos. « Non !» gémit Élodie, le cœur serré. « Je ne veux pas revoir ça. »« Pourtant, tu dois !» insista Nérée. « Ce livre est le tien. » La scène se précisa. C'était le dernier jour de sa mère. Élodie, adolescente, avait fui la chambre, incapable de supporter l'agonie. Le livre montrait maintenant la femme seule, murmurant des mots inaudibles avant de s'éteindre. « Tu as laissé ce rêve inachevé, » dit Nérée. « Il te hante depuis. »« Je ne savais pas quoi dire, » avoua Élodie. Des larmes salées se mêlant à l'eau autour d'elle. « Alors, dis-le maintenant. » Nérée tendit une main.
et le livre s'immobilisa. Élodie posa ses doigts sur la page, et soudain, elle fut là, dans la chambre stérile, face au lit de sa mère. L'air sentait l'iode et la lavande. La femme ouvrit les yeux, un sourire las aux lèvres. « Tu es venu, murmura-t-elle. Je suis désolée de ne pas avoir été là, sanglota Élodie. Chut, je n'ai jamais eu besoin de mots, seulement de toi. Le livre se referma, et une lumière dorée l'enveloppa. Lorsqu'elle revint à la caverne, le livre poisson avait disparu, remplacé par une écaille de sirène bleue, gravée du mot « clôturé ». Les rêves terminés retournent à l'océan, dit Nérée. Mais certains, elle désigna un groupe de livres sombres, aux pages acérées comme des lames. Idem, sont des cauchemars, des poisons. Un livre noir fusa vers Élodie, s'ouvrant sur une vision terrifiante. Elle-même, adulte, se noyant dans un lac gelé, les mains tendues vers une surface inaccessible. « Non !» cria-t-elle, paniquée. « Attrape-le !» ordonna Nérée. Élodie saisit le livre, mais ses pages lui lacérèrent les paumes. Des mots toxiques en sortirent, des reproches qu'elle s'était toujours adressés. « Tu n'es pas assez forte. Tu échoueras. Tu resteras seule. Lâche-le !» hurla Nérée. Élodie le jeta au loin, et le livre explosa en une nuée de verres argentés qui se tortillèrent avant de disparaître. « Les cauchemars ne sont que des peurs mal digérées, » expliqua Nérée. « Tu les as affrontés. Maintenant, prends ceci. » Elle lui tendit une fiole remplie d'une eau scintillante. « C'est l'essence des rêves guéris. Elle te servira pour la suite. » Au réveil, Élodie trouva la fiole près de son lit, son contenu pulsant comme une étoile captive. Sur l'atlas, un quatrième symbole, une vague entourant une plume. L'atlas s'ouvrit sur une carte enneigée, ses contours tracés en givre argenté. Les pics acérés d'une montagne dominaient le dessin, et une brume glaciale sembla s'échapper des pages. Élodie frissonna avant même de fermer les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, elle se tenait au bord d'un précipice, le vent hurlant à ses oreilles comme un chœur de voix désincarnées. Sous ses pieds, la neige n'était pas blanche, mais bleutée, parcourue de veines lumineuses semblables à des cicatrices gelées. « Tu n'es pas venu pour admirer le paysage ?» lança une voix rocailleuse derrière elle. Elle se retourna et découvrit une créature massive, mi-homme, mi-ours, son pelage hirsute couvert de glace. Ses yeux, d'un jaune pâle, brillaient d'une intelligence ancienne. « Je suis Boréalis, gardien des soupirs gelés. Ceux qui gravissent cette montagne cherchent à enterrer leurs regrets ou à les comprendre. » Élodie serra les dents, tentant de résister au froid qui lui mordait les os. « Comment savez-vous que j'ai des regrets ?» Boréalis souffla dans ses mains, et un nuage de givre se matérialisa, formant une silhouette familière. Élodie, des années plus tôt, refusant une offre d'emploi à l'étranger par peur de l'inconnu. « Tu as choisi la sécurité plutôt que l'aventure, » dit-il. « Et ce choix t'a suivi jusqu'ici. » Elle sentit une boule se former dans sa gorge. « Je ne pouvais pas abandonner ma famille. Vraiment? Ou as-tu eu peur de voler de tes propres ailes ?» La montagne trembla, et une avalanche de cristaux bleus dévala la pente, révélant des centaines de lanternes de glace enchâssées dans la paroi rocheuse. Chacune contenait un visage, une émotion, un instant figé. Une femme pleurant à un mariage, un homme refermant une porte sans un regard.
En arrière, une enfant lâchant un ballon qui s'envolait. « Ce sont les regrets des dormeurs », expliqua Boréalis, « des moments gelés dans le temps. » Élodie s'approcha d'une lanterne où son propre visage, plus jeune, fixait l'horizon avec amertume. « Touche là !» ordonna Boréalis. Elle effleura la glace et une douleur vive lui traversa le cœur. La scène se précisa. Son père, sur son lit de mort, murmurant « Je suis fier de toi !» et elle, détournant le regard, incapable de répondre. « Tu as laissé ces mots sans réponse, » dit Boréalis. « Pourquoi ?»« J'avais peur qu'il mente, » avoua-t-elle, les larmes gelant sur ses joues, peur qu'il soit déçu. Les regrets sont des souvenirs que l'on prive de chaleur, mais la glace peut fondre. Il lui tendit un outil en os sculpté, semblable à un piolet, frappe la lanterne. Élodie hésita, puis abattit l'outil. La glace se fissura, et une chaleur soudaine l'enveloppa. La scène changea. Son père et elle, assis dans un jardin ensoleillé, riant d'une blague oubliée. « Je t'aime » murmura-t-elle enfin. Les mots résonnèrent comme un écho, libérant une lumière aveuglante. « Le pardon commence par l'acceptation » dit Boréalis, « même quand il est trop tard. » Des flocons se mirent à tomber, mais au lieu de glace, c'étaient des pétales de rose blanche qui se posaient sur ses champs épaules. Boréalis en captura un et le glissa dans sa main, un fragment de ton passé réchauffé. Au réveil, le pétale gisait sur son oreiller, dégageant une douce chaleur. Sur l'atlas, un cinquième symbole, un flocon entouré d'un cercle de feu. L'atlas s'ouvrit cette fois sur une carte aux couleurs changeantes, où des taches d'obscurité et de lumière se fondaient en un kaléidoscope hypnotique. Élodie sentit une brise tiède lui caresser la nuque, chargée d'un parfum de jasmin et de terre humide. Lorsqu'elle ferma les yeux, le monde bascula. Elle se retrouva au cœur d'un jardin nocturne, où des fleurs spectrales illuminaient l'obscurité de leurs pétales phosphorescents. Des ombres fluides, semblables à de la fumée, dansaient entre les arbres, projetant des formes fugaces. Un rire, une larme, une étreinte. « Tu as peur de ton propre bonheur » murmura une voix cristalline. Une silhouette émergea des ténèbres. Une femme vêtue d'une robe de velours noir, ses cheveux blancs flottant comme des fils de lune. Ses yeux, deux amas de galaxies, fixaient Élodie avec une tendresse ironique. « Je suis Sélène, gardienne des ombres dansantes. Ici, les souvenirs heureux prennent vie, et les douloureux aussi. » Élodie recula, mal à l'aise. Les ombres se rapprochèrent, mimant des scènes de son passé. Une balançoire grinçante dans un jardin d'enfance, un baiser volé sous la pluie, un rire partagé avec une amie perdue. « Pourquoi est-ce que je vois ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Parce que tu as appris à souffrir, mais pas à savourer, » répondit Sélène. « Le bonheur te terrifie, car il est éphémère. » Soudain, une ombre plus dense se détacha du groupe, prenant la forme d'Élodie elle-même, mais radieuse, les yeux pétillants, un sourire franc aux lèvres. « Qui est-ce, ton double heureux, celle que tu refuses d'être ?» L'ombre dansante tournoya, et des images affluèrent. Élodie, acceptant un poste à l'étranger, éclatant de rire devant un coucher de soleil, serrant son père dans ses bras avant son départ. Des possibles jamais concrétisés. « Tu as préféré la sécurité à la vie », commenta Sélène. « Mais la sécurité est un mensonge. »« Je ne savais pas comment faire autrement », avoua Élodie,
les larmes aux yeux. Alors danse avec elle. L'ombre tendit une main, et une musique sans source envahit l'air, mélange de harpe et de vent nocturne. Élodie hésita, puis saisit la main froide et douce à la fois. Aussitôt, le jardin se mit à tournoyer. Les fleurs se muèrent en miroir, reflétant des versions d'elles-mêmes à différents âges. Une enfant curieuse, une adolescente timide, une femme résignée. « Regarde-les » ordonna Sélène. « Chacune porte une part de toi que tu as étouffée. » La danse s'accéléra et les ombres fusionnèrent, formant un tourbillon de lumière et de ténèbres. Élodie sentit un poids se soulever de sa poitrine, comme si des années de retenue se dissipaient. « Maintenant, » murmura Sélène, « accepte ce qui est. » L'ombre heureuse, et elles ne firent plus qu'une. Une chaleur intense envahit Élodie, et une rose noire aux épines dorées poussa à ses pieds. « Les épines sont le prix de la lumière, » dit Sélène. « Mais sans elles, la fleur ne serait pas aussi belle. » Au réveil, la rose reposait sur sa table, réelle et fragile. Sur l'atlas, un sixième symbole. Une fleur entourée d'une auréole de ténèbres. L'atlas s'ouvrit cette fois sur une carte en forme de spirale, ses bords ourlés d'une encre qui semblait palpiter comme du sang. Élodie sentit une odeur de vieux parchemin et de cire d'abeille l'envelopper. Puis le sol se déroba. Elle se retrouva dans une bibliothèque sans fin, ses étagères s'élevant jusqu'à un plafond invisible, engloutis dans les ténèbres. Des livres vivants, aux couvertures de plumes ou d'écailles, voletaient comme des oiseaux affolés. Des échelles en colimaçon grimpaient dans le vide, et une poussière d'or flottait dans l'air, étincelant comme des étoiles captives. Une silhouette se détacha des rayonnages. Une femme voûtée, vêtue d'une robe de bure grise, ses mains tachées d'encre de lune. Ses yeux étaient clos, mais sa voix résonna avec une clarté troublante. « Je t'attendais, Élodie. Ici, les futurs possibles attendent d'être lus ou brûlés. »« Qui êtes-vous » demanda Élodie, intimidée par l'aura de puissance qui émanait de la femme. « La gardienne des pages blanches. Appelle-moi Cassandre. » Elle tendit une main parcheminée, et un livre papillon atterrit dans sa paume, ses ailes frémissantes couvertes de caractères minuscules. « Ce livre est le tien. Mais attention, chaque page que tu tournes efface un choix. » Élodie saisit l'ouvrage avec appréhension. La première page montrait une scène familière. Son appartement actuel, vide et silencieux, avec une fenêtre ouverte sur un ciel gris. En bas de la page, une phrase était inscrite en lettres tremblantes. « Une vie non vécue est une histoire jamais écrite. »« Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Tourne la page, » ordonna Cassandre. La suivante révéla une Élodie inconnue. Cheveux courts, vêtue d'un manteau de voyage, marchant dans une ville étrangère aux coupoles dorées. Une légende indiquait ce que tu aurais pu être si tu avais osé. « C'est moi ?» balbutia Élodie, le cœur battant. « Un de tes futurs, mais il y en a d'autres. » Elle tourna encore, découvrant des dizaines de versions d'elle-même. Une mère souriante entourée d'enfants, une artiste épuisée dans un atelier en désordre, une femme seule, le regard vide devant un écran d'ordinateur. Chaque image était une blessure, une possibilité, un regret. « Arrêtez !» cria-t-elle, submergée. « Je ne peux pas choisir !» Cassandre posa une main froide sur son épaule. « Personne ne choisit. On avance, et les pages se remplissent seules. Mais parfois,
Il faut brûler celle qui emprisonne. Un livre noir surgit soudain des étagères, ses pages crachant des flammes froides. Celui-ci contient ton futur le plus redouté, dit Cassandre. Oses-tu le lire, Élodie? Hésita, puis ouvrit le livre. Une vision la submergea, une chambre stérile, un miroir reflétant une femme ridée, ses yeux vides fixant le néant. Une voix résonna, la sienne, mais déformée par l'amertume. Je n'ai jamais vécu, je n'ai fait qu'attendre. Non, hurla Élodie, refermant le livre avec violence. Ce futur n'est pas une fatalité, dit doucement Cassandre. À toi de décider ce que tu écriras. Elle guida Élodie vers une table de bois ancien, où une plume d'or et un encrier de lumière reposaient. « Écris !» ordonna-t-elle. « Une phrase, une seule. » Les mains tremblantes, Élodie trempa la plume et écrivit « Je choisis de ne plus avoir peur ». Aussitôt, les livres autour d'elle s'envolèrent en une tempête de pages, et une lumière aveuglante envahit la bibliothèque. Lorsqu'elle s'estompa, une plume d'or pur gisait sur la table, gravée du mot « libre ». Au réveil, Élodie trouva la plume dans son poing serré. Sur l'atlas, un 7e symbole, un livre ouvert entouré d'une flamme bleue. L'atlas s'ouvrit une dernière fois, ses pages se couvrant d'une encre qui tourbillonnait comme une galaxie en formation. Élodie, épuisée mais déterminée, sentit le poids des artefacts accumulés. La feuille fossilisée, le cristal, vibrant, la goutte de mercure, l'écaille de sirène, le flocon gravé, la rose noire, la plume d'or se réchauffaient contre sa peau. Le livre émit un bourdonnement grave et une lumière dorée l'engloutit. Elle se retrouva dans un espace vide, ni jour ni nuit, où l'atlas flottait devant elle, grand comme une porte. Une voix familière résonna, celle du cerf au bois, de Lumière, de l'Iraël la mémoire des voix, de Khem le gardien du désert, de Néré, Boréalis, Sélène et Cassandre. Tous ne formaient plus qu'une seule entité. Tu as parcouru les royaumes des souvenirs, des regrets, des peurs et des possibles, dit la voix. Mais sais-tu pourquoi? Élodie secoua la tête, submergée par une soudaine clarté. Ces voyages, ce n'étaient pas des rêves, n'est-ce pas? Non, c'étaient des fragments de ton âme éparpillés. La fatigue, le chagrin, la peur t'avaient divisé. L'atlas n'a fait que te guider vers toi-même. Les artefacts s'élevèrent en l'air, formant une constellation autour d'elle. La feuille devint un pont, le cristal une mélodie, la goutte un miroir, l'écaille un bateau, le flocon une montagne, la rose un jardin, la plume un livre. Chaque objet est une clé, expliqua la voix. Ensemble, ils ouvrent la porte de ton unité perdue. Élodie tendit les mains et les artefacts fusionnèrent en une sphère de lumière pulsante. Des images défilèrent à toute vitesse. Son enfance, ses erreurs, ses espoirs, ses deuils, tout se mêla en un kaléidoscope émotionnel. Je ne sais plus qui je suis, avoua-t-elle, tremblante. Tu es celle qui a écouté les arbres, dansé avec son ombre, affronté ses regrets et écrit son futur. Tu es toutes ces parties, et bien plus. La sphère se scinda en deux, révélant un miroir. Élodie y vit son reflet, mais transformé. Ses traits étaient apaisés, ses yeux brillaient d'une lueur ancienne, et dans sa main, l'atlas était désormais relié de fil d'or. Le repos n'est pas une fuite, murmura la voix, c'est l'accueil de toutes tes facettes. Le miroir se brisa et les morceaux se dispersèrent en étoiles.
Élodie sentit une paix inconnue l'envahir, comme si des années de tension se dissolvaient. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle était, allongée dans son lit, l'atlas refermé sur ses genoux. Sur la couverture, le symbole final, une spirale entourée d'un cercle parfait, signe de complétude. Elle ouvrit le livre une dernière fois. Les pages étaient désormais remplies de ses propres écrits, des souvenirs réconciliés, des rêves réinventés. Sur la dernière page, une phrase « Les plus beaux voyages ne nous emmènent pas loin, ils nous ramènent à nous ». Et voilà, chers rêveurs, se termine ce voyage à travers les paysages de l'âme. Puissent ces histoires vous avoir offert un cocon de calme, un espace pour respirer et vous reconnecter à votre propre lumière. N'oubliez jamais, le repos n'est pas un luxe, mais un acte de courage. Bonne nuit, et que vos rêves soient aussi vastes que l'univers que vous portez en vous.